L'après-midi du 10 septembre touchait à sa fin. Ginny jouait dans le petit parc qui se trouvait juste au nord du quartier des hôtels et des casinos. Assise sur un banc, sa mère, pour la semaine, Angelina Hirschfield, bavardait avec une jeune fille arrivée à Las Vegas 5 semaines plus tôt, une dizaine de jours avant elle. Angelina avait 27 ans. La jeune fille, vêtue d'un short en jean très serré et d'un minuscule débardeur qui ne laissait absolument rien à l'imagination, en avait 10 de moins. Il y avait quelque chose d'un peu obscène dans le contraste entre son corps déjà parfaitement formé et l'expression enfantine, boudeuse et plutôt vide de son visage. Apparemment interminable, sa conversation était des plus monotones. Vedette de rock, sexe. Son sale boulot, qui consistait à nettoyer les armes de leur graisse à Indian Springs, et le sexe. Sa bague de diamants, et du sexe. Les émissions de télé qui lui manquaient, et du sexe. Angelina aurait bien voulu que la jeune fille trouve quelqu'un pour soulager ses appétits et qu'elle la laisse enfin tranquille. Et elle espérait que Ginny aurait au moins 30 ans avant de tomber sur cette fille comme mère de la semaine. Justement, Ginny levait les yeux, un sourire radieux sur les lèvres. « Oh Tom! Salut Tom !» À l'autre bout du parc, un homme de haute taille aux cheveux blonds comme les blés s'avançait en traînant les pieds, une grosse sacoche battant contre sa jambe. « On dirait qu'il est saoul, dit la jeune fille à Angelina. « Non, c'est Tom, répondit Angelina en souriant. Il est simplement... Mais Ginny courait déjà à toutes jambes. Tom, attends-moi, Tom hurlait-il à plein poumon. Oh, Ginny, salut fit Tom en souriant. Ginny sauta au cou de Tom, qui laissa tomber sa sacoche et le prit dans ses bras. Fais-moi l'avion, Tom, on fait l'avion. Tom prit Ginny par les poignets et commença à le faire tourner autour de lui de plus en plus vite. Sous l'effet de la force centrifuge, les jambes de Ginny furent bientôt à l'horizontale. L'enfant hurlait de joie, et après 2 ou 3 tours, Tom le reposa tout doucement par terre. Ginny fit quelques pas en titubant, essayant de retrouver son équilibre. « Encore, Tom, encore !»« Oh non, tu vas dégueuler, dit Tom. « Et Tom doit rentrer chez lui. Oh putain, oui !»« Bon, d'accord, Tom, fit Ginny. Au revoir !»« J'ai l'impression que les préférés de Ginny sont Lloyd et Tom Cullen, dit Angelina. Tom Cullen est un peu simple, mais... L'expression de la jeune fille la fit s'arrêter. Elle observait Tom en clignant les yeux, pensive. « Est-ce qu'il est arrivé avec quelqu'un » demanda la jeune fille. « Qui ça, Tom ? Oh non, pas que je sache, répondit Angelina. Il est arrivé seul il y a 1 semaine et demie à peu près. Il était avec les autres dans la zone, mais ils l'ont mis dehors. Tant pis pour eux, et tant mieux pour nous. T'es sûr qu'il n'est pas venu avec un sourd-muet demanda la jeune fille. Un sourd-muet ? Non, dit Angelina. Je suis pratiquement sûr qu'il était seul. Ginny l'adore. La jeune fille regarda Tom s'éloigner. Elle pensait à un flacon de Pepto-Bismol. Elle pensait à ces mots griffonnés sur un bout de papier. Nous n'avons pas besoin de toi. C'était au Kansas, il y avait 1000 ans de cela. Elle leur avait tiré dessus. Elle aurait bien voulu les tuer, surtout le muet. Julie, ça va demanda Angelina. Julie Lahorie ne répondit pas. Elle suivait des yeux Tom Cullen, puis elle esquissa un sourire. Le moribond ouvrit son carnet à couverture plastifiée, dévissa le capuchon de son stylo, réfléchit, puis se mit à écrire. C'était étrange. Alors qu'à une époque, le stylo courait sur le papier, semblant couvrir chaque feuille de haut en bas comme par un acte de magie blanche, les mots peinaient maintenant, les mots se traînaient, en grosses lettres tremblées, comme s'il était revenu à l'école primaire, dans sa propre machine à remonter le temps. À l'époque, sa mère et son père avaient conservé un peu d'amour pour lui. Amy ne s'était pas encore pleinement épanouie à son propre avenir à lui. L'étonnant petit gros d'Ogunkit et aspirant homosexuel n'était pas encore décidé. Il se revoyait assis dans la cuisine inondée de soleil, en train de recopier lentement un livre de Tom Swift sur un bloc cheval bleu, mauvais papier jaunâtre marqué de lignes bleues, un verre de coke à côté de lui. Il entendait la voix de sa mère dans le salon, sa mère qui bavardait au téléphone ou avec une voisine. Le médecin dit que c'est seulement de la graisse de bébé, rien d'anormal au niveau des glandes, grâce à Dieu, et il est si intelligent. Les mots qui grandissaient, lettre après lettre, les phrases qui grandissaient, mot après mot, les paragraphes qui grandissaient, une brique après l'autre, dans ce grand rempart qu'était le langage. Un caillou, une feuille, une porte dérobée, les mots, des mondes, la magie.
la vie et l'immortalité, la puissance. Je ne sais pas de qui il tient ça, Rita, disait sa mère au téléphone. Peut-être de son grand-père. C'était un pasteur, et on dit qu'il faisait de magnifiques sermons. Regardant les lettres s'améliorer avec le temps, les regardant se lier les unes aux autres, il oubliait la copie, il écrivait désormais. Rassemblant des idées, assemblant des intrigues. Après tout, le monde n'était qu'un ensemble d'idées et d'intrigues. Il avait finalement eu sa machine à écrire, mais il ne lui restait déjà plus grand-chose d'autre. Amy était au lycée, elle faisait partie du groupe des majorettes, de la société d'art dramatique, du club d'éloquence, avec le premier prix dans toutes les matières. Les fils de fer qu'on lui avait mis dans la bouche avaient maintenant disparu, et sa meilleure amie au monde était Franny Goldsmith. Mais la graisse de bébé de son frère n'avait pas encore disparu, et il avait commencé à se servir de mots longs comme le bras pour se défendre, et avec une horreur grandissante, s'était rendu compte de ce qu'était la vie, de ce qu'elle était vraiment. Une énorme marmite infernale, et il était le missionnaire, tout seul dans cette marmite, celui qu'on faisait lentement bouillir. La machine à écrire lui fit découvrir le reste. Au début, elle était lente, si lente, et les fautes de frappe si nombreuses qu'elle l'exaspérait, comme si la machine s'opposait sournoisement à sa volonté. Mais il avait fait des progrès, et il avait commencé à comprendre ce qu'était véritablement la machine, une sorte de conduit magique entre son cerveau et la page vierge qu'il voulait conquérir. Quand l'épidémie de supergrippe avait éclaté, il pouvait taper plus de 100 mots à la minute, et il parvenait enfin à suivre ses pensées qui tournoyaient follement dans sa tête et les prendre au collet. Mais il n'avait jamais complètement cessé d'écrire à la main, se souvenant que Moby Dick avait été écrit ainsi, de même que la lettre écarlate et le paradis perdu. Avec les années, il avait formé cette écriture que Franny avait découverte dans son registre. Pas de paragraphe, pas de retrait, aucun repos pour l'œil. C'était un travail terrible, épuisant pour la main tenaillée par les crampes, mais c'était un travail d'amour. La machine à écrire avait été un instrument précieux, mais le meilleur de lui-même, il l'avait toujours écrit de sa main. Et c'est ainsi qu'il allait maintenant transcrire ce qu'il lui restait encore à dire. Il leva les yeux et vit des busards tourner lentement dans le ciel, comme dans un film de Randolph Scott ou dans un roman de Max Brand. Une phrase qui aurait pu sortir d'un roman. Harold vit les busards qui tournaient dans le ciel, attendant leur heure. Il les regarda calmement, puis il se pencha sur son journal. Effectivement, il se pencha sur son journal. Finalement, il s'était vu obligé d'en revenir aux lettres traînantes, seule chose que son appareil moteur hésitant lui permettait du temps de son enfance. Le souvenir nostalgique lui revenait de la cuisine ensoleillée, du verre de coke glacé, des vieux livres moisis de Tom Swift. Maintenant, pensait-il, et écrivait-il, il aurait enfin fait plaisir à sa mère et à son père. Il avait perdu sa graisse de bébé, et même s'il était encore techniquement puceau, il était moralement sûr de ne pas être homosexuel. Il ouvrit la bouche et croassa. « Je suis en pleine forme, maman. » Il était arrivé au milieu de la page. Il regarda ce qu'il avait écrit, puis regarda sa jambe cassée, qui avait pris un si curieux angle. Cassée, le mot était bien faible, elle était en miettes. Il y avait 5 jours maintenant qu'il était assis à l'ombre de ce rocher. Il n'avait plus rien à manger. Il serait mort de soif hier ou avant-hier si 2 grosses pluies n'étaient pas tombées. Sa jambe était en train de pourrir. Verdâtre, elle dégageait une odeur de gaz. La chair avait tellement enflé qu'elle gonflait son pantalon, tendant la toile kaki jusqu'à la faire ressembler à une grosse saucisse. Nadine n'était plus là depuis longtemps. Harold ramassa le revolver qui se trouvait à côté de lui et vérifia le chargeur. Il l'avait vérifié au moins 100 fois depuis ce matin, et lorsqu'il avait plu, il avait fait bien attention à mettre son arme à l'abri. Il restait encore 3 balles. Il avait tiré les 2 premières sur Nadine quand elle l'avait regardé et qu'elle lui avait dit qu'elle s'en allait sans lui. Il sortait d'une épingle à cheveux, Nadine à la corde, Harold à l'extérieur sur sa moto. Il n'était plus qu'à une centaine de kilomètres de la frontière de l'Utah. Une flaque d'huile à l'extérieur du virage. Et l'accident. Harold s'était longuement interrogé sur cette flaque d'huile. Elle semblait presque trop parfaite. Une flaque d'huile, venue d'où? Pas un véhicule n'avait dû monter jusqu'ici depuis 2 mois. Elle aurait eu amplement le temps de sécher. À croire que son œil rouge les surveillait, attendait le moment voulu pour faire apparaître une flaque d'huile et mettre Harold hors jeu. Le laisser traverser les montagnes avec elle, au cas où elle aurait eu des problèmes, puis l'envoyer dans le décor, objet devenu inutile.
Sa moto avait dérapé et s'était écrasée contre la glissière de sécurité, projetant Harold dans l'air comme on envoie une coccinelle valser d'une chiquenaude. Et il avait senti une terrible douleur dans sa jambe droite et entendu un affreux claquement mouillé quand elle s'était cassée. Il avait hurlé, puis une terre rocailleuse s'était précipitée vers lui, une terre rocailleuse qui plongeait à pic vers le fond d'un ravin. Tout en bas, il entendait l'eau courir quelque part. Il frappa le sol, rebondit très haut, hurla encore, retomba sur sa jambe droite une fois de plus, l'entendit se casser ailleurs, reprit son vol, retomba et roula sur lui-même. Finalement, il alla embrasser un arbre mort qui avait fait la culbute des années plus tôt au cours d'un orage. S'il n'avait été là, il serait tombé jusqu'au fond du ravin, où les truites de montagne auraient pu se régaler de son cadavre, maintenant offert aux busards. Il écrivait dans son carnet, s'étonnant encore de voir ses lettres tremblantes et enfantines. « Je ne reproche rien à Nadine. » C'était vrai, d'ailleurs, mais il ne l'avait pas toujours pensé. Encore en état de choc, terriblement secoué, la chair à vif, une horrible souffrance pour toute sensation dans sa jambe droite, il avait essayé de remonter la pente en rampant. Loin, au-dessus de lui, il avait vu Nadine qui le regardait par-dessus la glissière de sécurité. Tout petit, à cette distance, son visage blanc ressemblait à celui d'une poupée. « Nadine !» avait-il crié, dans un croassement rauque. « La corde dans la sacoche !» Elle s'était contentée de le regarder. Il commençait à croire qu'elle ne l'avait pas entendu, et il allait répéter sa demande lorsqu'il vit sa tête pivoter à gauche, puis à droite, puis à gauche encore. Très lentement, elle lui faisait signe que non. « Nadine, je peux pas remonter sans la corde, je me suis cassé la jambe. » Elle n'avait pas répondu. Elle ne faisait plus que le regarder, sans même prendre la peine de secouer la tête. Il eut l'impression de se trouver au fond d'un trou profond, et elle, au bord du trou, le regardait. « Nadine, lance-moi la corde !» Encore ce lent mouvement de sa tête, aussi terrible que la porte d'une crypte se refermant lentement sur un homme qui n'est pas encore mort, mais plutôt paralysé par quelque terrible catalepsie. « Nadine, pour l'amour de Dieu !» Enfin, sa voix descendit jusqu'à lui, faible mais parfaitement audible dans le grand silence de la montagne. « Tout était arrangé, Harold. Je dois continuer. Je regrette. » Mais elle ne fit rien pour s'en aller. Elle restait là, derrière la glissière de sécurité, le regardant allongé 50 mètres plus bas. Des mouches étaient déjà occupées à goûter son sang sur les différents rochers qui l'avaient heurté dans sa chute. Harold commença à remonter en rampant, traînant derrière lui sa jambe brisée. Au début, il ne ressentit pas de haine, n'éprouva pas le besoin de la percer d'une balle. Il n'avait qu'une idée en tête, se rapprocher suffisamment pour voir son expression. Il était un peu plus de midi et il faisait chaud. Des gouttes de sueur ruisselaient sur son visage, puis tombaient sur les pierres aux arêtes vives sur lesquelles il se traînait. Il avançait en se hissant sur les coudes et en poussant avec sa jambe gauche tel un insecte blessé. Sa respiration lui râpait la gorge comme une lime brûlante. Combien de temps essaya-t-il de remonter? Il n'en avait aucune idée. Mais une ou deux fois, il heurta sa jambe blessée contre une pierre, et une énorme bouffée de douleur lui avait alors fait presque perdre conscience. Plusieurs fois, il était retombé en arrière, gémissant d'impuissance. Finalement, il avait compris qu'il ne pouvait aller plus loin. Les ombres s'étaient allongées, 3 heures avaient passé. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait regardé dans la direction de la route, plus d'1 heure certainement. Dans sa souffrance, il s'était totalement concentré sur les minuscules progrès qu'il parvenait à accomplir. Nadine était sans doute partie depuis longtemps. Mais non, elle était toujours là. Et même s'il n'était parvenu qu'à regagner un peu plus de 5 mètres, l'expression de son visage était maintenant infernalement claire. C'était une expression de chagrin et de pitié, mais ses yeux étaient vides, perdus dans le lointain. Ses yeux étaient avec lui. C'est alors qu'il avait commencé à la haïr, qu'il s'était mis à tâter l'étui de son revolver. Son colt était toujours là, retenu durant sa chute par la sangle de cuir qui immobilisait la crosse. Il la défit en faisant écran avec son corps pour qu'elle ne puisse le voir. « Nadine !»« C'est mieux ainsi, Harold, crois-moi, » répondit-elle. « C'est mieux pour toi, parce que sa manière serait beaucoup moins douce. Tu le sais, non ? Tu ne voudrais pas le voir face à face, Harold. Il est convaincu que celui qui trahit son camp trahira probablement l'autre. Il te tuerait, mais d'abord il te rendrait fou. Il en a le pouvoir.
Moi, il m'a laissé le choix, comme ça ou sa manière, et j'ai choisi comme ça. Tu peux en finir rapidement si tu as du courage, tu sais ce que je veux dire. Il vérifia le chargeur pour la première des 100, peut-être 1000 fois, qui allait suivre, sans sortir l'arme de l'ombre de son coude meurtri. Et toi, Nadine, tu ne me trahis pas, toi aussi? Je ne l'ai jamais trahi dans mon cœur, répondit-elle d'une voix triste. Ah, je crois que c'est exactement là que tu l'as trahi, dit Harold. Il voulait qu'elle lise la totale sincérité sur sa figure, mais en réalité, il calculait la distance. Il pourrait tirer 2 fois au maximum, et chacun sait qu'un pistolet n'est pas très précis. Et je crois qu'il le sait, lui aussi, reprit Harold. Il a besoin de moi, dit Nadine, et j'ai besoin de lui. Tu n'as jamais été dans le coup, Harold. Si nous étions restés ensemble, j'aurais pu te laisser me faire des choses, cette petite chose, et tout aurait été perdu. Je ne pouvais pas courir le moindre risque après tous ces sacrifices, ce sang, cette méchanceté. Nous avons vendu nos âmes ensemble, Harold, mais il me reste encore suffisamment de moi-même pour vouloir le plein prix de la mienne. Je vais te donner ce que tu mérites, dit Harold, qui réussit à se mettre à genoux. Le soleil était éblouissant. Le vertige le saisit dans ses mains rudes, affolant le gyroscope qui maintenait son équilibre dans sa tête. Harold crut entendre des voix, ou une voix, rugissant de surprise et de colère. Il appuya sur la détente. Le coup de feu roula entre les montagnes, rebondit, renvoyé d'une paroi à l'autre, craquement, déchirement qui n'en finissait pas de s'éteindre. Une expression comique de surprise apparut sur le visage de Nadine. Et Harold pensa dans une sorte d'ivresse triomphante. Elle ne croyait pas que j'aurais le culot. La bouche de la femme était grande ouverte comme un O. Elle le regardait avec des yeux ronds. Les doigts de ses mains se contractèrent et palpitèrent, comme si elle s'apprêtait à jouer une étrange musique au piano. Le moment était si doux qu'Harold perdit une seconde ou deux à le savourer, sans se rendre compte qu'il ne l'avait pas touché. Quand il le comprit, il braqua à nouveau son arme sur elle, soutenant son poignet droit de sa main gauche. « Harold, non, tu ne peux pas !» cria Nadine. « Je ne peux pas, pensa-t-il. Une si petite chose, appuyée sur une détente. Bien sûr que je peux. » Elle paraissait trop étonnée pour bouger, et quand le cran de mire vint se nicher dans le creux de la gorge de Nadine, il eut tout à coup la certitude glacée que c'était ainsi que tout devait se terminer, dans un dernier éclat de violence insensée. Il la tenait au bout de sa ligne de mire. Mais quand il commença à presser la détente, 2 choses se produisirent. De la sueur coula dans ses yeux et le fit voir double, puis il commença à glisser. Il se dit plus tard que l'amas de cailloux avait cédé ou que sa jambe blessée avait dû lâcher. Peut-être était-ce même vrai, mais on aurait dit qu'on l'avait poussé, et durant les longues nuits qui avaient suivi, il n'était pas parvenu à se convaincre du contraire. Le jour, Harold demeurait obstinément rationnel, mais la nuit s'emparait de lui la hideuse certitude qu'en fin de compte, c'était l'homme noir lui-même qui était intervenu pour l'écraser. La balle, qu'il avait voulu placer en plein dans le creux de la gorge de Nadine, se perdit, décrivant une large et belle courbe dans l'azur d'un ciel indifférent. Harold redescendit en culbutant jusqu'à l'arbre mort, tordant et retordant sa jambe droite sous son corps, enveloppé dans un linceul d'atroces souffrances de la cheville jusqu'au bas-ventre. Il s'était évanoui en frappant le tronc de l'arbre. Et lorsqu'il avait repris connaissance, la nuit venait de tomber, et la lune aux 3/4 pleine s'élevait solennellement au-dessus du ravin. Nadine n'était plus là. Il passa la nuit dans un délire d'angoisse, sûr qu'il ne parviendrait pas à remonter jusqu'à la route, sûr qu'il allait mourir dans le ravin. Au matin, il avait pourtant repris son ascension, trempé de sueur, fou de douleur. Il avait commencé vers 7 heures, à peu près au moment où les gros camions orange du comité des inhumations sortaient de la gare routière à Boulder. Finalement, il avait posé une main sanglante sur la glissière de sécurité à 5 heures de l'après-midi. Sa moto était toujours là, et il pleura presque de soulagement. Frénétique, il pêcha des boîtes de conserve et un ouvre-boîte dans une sacoche de la moto, ouvrit une boîte, piocha dedans à 2 mains et s'empiffra de corned beef. Mais la viande avait mauvais goût, et après de longs efforts, il la vomit. Il commença à admettre le fait inéluctable de sa mort prochaine. Il se coucha à côté de sa moto et se mit à pleurer, sa jambe brisée sous son corps. Puis il parvint à dormir un peu.
Le lendemain, une averse torrentielle le laissa tremper, grelottant. Sa jambe avait commencé à sentir la gangrène. Dans la soirée, il s'était mis à écrire dans son carnet à couverture plastifiée, et il avait découvert pour la première fois que son écriture commençait à régresser. Il s'était souvenu d'un roman de Daniel Keyes, Des fleurs pour Algernon. Des savants avaient transformé un concierge un peu retardé en génie pour quelque temps. Et ensuite, le pauvre type avait commencé à régresser. Comment s'appelait-il? Charlet quelque chose. Oui, c'était bien ça, car le titre du film qu'ils avaient tourné ensuite était Charlie. Pas aussi bon que le roman, plein de merde psychédélique, style années 60, s'il se souvenait bien, mais assez bon quand même. Harold allait beaucoup au cinéma autrefois, et il avait vu encore plus de films sur le magnétoscope familial. À l'époque où le monde était ce que le Pentagone aurait appelé, ouvrez les guillemets s'il vous plaît, une alternative viable. On ferme les guillemets. Il écrivait dans son carnet, et les lettres tremblées s'alignaient lentement. Sont-ils tous morts? Tous les membres du comité? Si c'est le cas, je regrette, j'ai été trompé. Piètre excuse pour mes actes, mais je jure que c'est la seule excuse qui ait jamais compté pour moi. L'homme noir est aussi réel que la supergrippe, aussi réel que les bombes atomiques qui attendent quelque part dans leurs armoires de plomb. Et quand la fin approche, quand elle est aussi horrible que les braves gens ont toujours su qu'elle le serait, il n'y a qu'une chose à dire quand tous ces braves gens s'approchent du trône du jugement. J'ai été trompé. Harold lut ce qu'il avait écrit et s'essuya le front d'une main émaciée et tremblante. Ce n'était pas une bonne excuse, mais une mauvaise. Enjolive-la tant que tu voudras, elle pue quand même. Si quelqu'un lit ce paragraphe, après avoir lu ton registre, tu feras figure du parfait hypocrite. Il s'était vu comme le roi de l'anarchie, mais l'homme noir avait su lire en lui et l'avait réduit sans effort à l'état d'un sac d'os tremblotant qui mourait de sa vilaine mort sur la grande route. Sa jambe avait gonflé comme une chambre à air, elle sentait la banane trop mûre, et il était là, assis, tandis que les busards piquaient et remontaient, portés par les courants thermiques. Il était là, en train de vouloir rationaliser l'indicible. Il était tombé, victime de son adolescence inachevée, c'était aussi simple que cela. Il avait été empoisonné par ses propres visions de mort. Et maintenant qu'il mourait, il sentait qu'il avait retrouvé un peu de bon sens, et même peut-être un peu de dignité. Il ne voulait pas rabaisser cela avec de mauvaises excuses qui clopineraient sur la page entre deux béquilles. « J'aurais pu être quelqu'un à Boulder, dit-il d'une voix paisible. Et cette vérité, si simple et si atroce, aurait pu lui arracher des larmes s'il n'avait été si fatigué, s'il n'avait été tellement déshydraté. Il regarda les lettres trembler sur la page, puis le colt. Tout à coup, il voulut en finir, et il pensa à la manière la plus vraie et la plus simple de mettre un terme à sa vie. Plus que jamais, il semblait nécessaire d'écrire et de laisser un message pour celui qui pourrait le trouver un jour, dans un an ou dans 10. Il prit son stylo, réfléchit, puis se mit à écrire. « Je regrette mes actions destructrices, mais je ne nie pas les avoir accomplies de mon propre gré. Je signais toujours mes devoirs de mon nom Harold Emery Lauder. Je signais aussi mes manuscrits, pauvre petite chose. Et Dieu me vienne en aide, j'ai même écrit mon nom sur le toit d'une grange en lettres d'1 mètre de haut. Je veux signer ceci d'un nom qui me fut donné à Boulder. Je ne pouvais l'accepter alors, mais je le prends librement aujourd'hui. Je vais mourir saint d'esprit. » Et il signa très proprement en bas de la page « Faucon ». Il glissa le carnet à couverture plastifiée dans la sacoche de la moto. Il revissa le capuchon du stylo qu'il glissa dans la poche de sa chemise. Il enfonça le canon du colt dans sa bouche et regarda le ciel bleu. Il pensa à un jeu auquel il jouait quand ils étaient enfants, un jeu qui lui avait valu bien des moqueries parce qu'il n'osait jamais aller tout à fait jusqu'au bout. Sur une route de terre, là-bas, il y avait une carrière de gravier, et vous sautiez d'en haut, d'une hauteur terrifiante, avant de toucher le sable, de rouler et de rouler comme une balle, pour ensuite remonter jusqu'en haut et tout recommencer. Mais pas Harold. Harold s'avançait au bord du trou et entonnait « 1, 2, 3 » comme les autres, mais le talisman ne fonctionnait jamais pour lui. Ses jambes restaient paralysées. Il ne pouvait se résoudre à sauter. Et les autres, parfois, le poursuivaient jusque chez lui, l'abreuvaient d'insultes, l'appelaient Harold Gradubide. Il pensait « Si j'avais pu me décider à sauter une seule fois, juste une seule fois, je ne serais peut-être pas ici. »
Tant pis, c'est la dernière fois qui compte. Et il compta mentalement. 1, 2, 3, et il appuya sur la détente. Le coup partit, Harold eut un soubresaut. Cette nuit-là, la petite étincelle d'un feu de camp rougeoyait parmi les éboulis d'Emigrant Valley, au nord de Las Vegas. Songeur, Randall Flagg était assis devant le feu, tournant la branche sur laquelle il faisait rôtir un petit lapin. La chair grésillait et crachait sa graisse sur les braises. Une brise légère emportait dans le désert la riche odeur de la viande grillée. Les loups étaient déjà là. Ils s'étaient assis un peu plus haut, hurlant à la lune, humant l'odeur de la chair juteuse. De temps en temps, Flagg leur lançait un regard, et 2 ou 3 loups commençaient à se battre, à coups de dents, à coups de crocs, à coups de pattes, jusqu'à ce que le plus faible prenne la fuite. Alors les autres se remettaient à hurler, le museau pointé vers l'énorme lune rougeâtre. Mais les loups l'ennuyaient maintenant. Il portait ses bottes éculées, son jean et sa veste en peau de mouton avec ses 2 macarons sur le devant. Le petit bonhomme jaune au grand sourire et l'autre celui du flic. Vous aimez le cochon ? Le vent de la nuit faisait battre son col. Il n'aimait pas la tournure que prenaient les événements. Il y avait de mauvais présages dans le vent, de mauvais signes partout, comme des chauves-souris voltant dans le grenier sombre d'une grange abandonnée. La vieille femme était morte, et il avait cru au début que c'était bien. Malgré tout, il avait eu peur de la vieille femme. Mais elle était morte. Il avait dit à Dinah Jurgens qu'elle était morte dans le coma, mais était-ce vrai ? Il n'en était plus si sûr. Avait-elle parlé à la fin ? Et si elle avait parlé, qu'avait-elle dit ? Qu'était-il en train de préparer ? Il avait acquis une sorte de 3e œil, comme le don de lévitation, quelque chose qu'il possédait et qu'il acceptait, mais qu'il ne comprenait pas véritablement. Il pouvait envoyer ce 3e œil regarder pour lui, presque toujours, mais parfois l'œil devenait mystérieusement aveugle. Il avait vu la vieille femme sur son lit de mort, il les avait vus rassemblés autour d'elle, leurs plumes encore roussies par la petite surprise d'Harold et de Nadine. Mais ensuite, la vision s'était évanouie, et il s'était retrouvé dans le désert, emmitouflé dans son sac de couchage, regardant le ciel, et ne voyant rien d'autre que Cassiopée dans son rocking-chair stellaire. Et une voix intérieure lui avait dit « Elle s'en est allée. Ils attendaient qu'elle parle, mais elle n'a rien dit. » Mais il ne faisait plus confiance à la voix. Il y avait cette question troublante des espions, le juge et sa tête en 1000 morceaux. Cette femme qui lui avait échappé à la dernière seconde, elle savait, nom de Dieu, elle savait. Soudain, il lança un regard furieux aux loups, et près d'une demi-douzaine se mirent aussitôt à se battre, poussant des sons gutturaux comme un bruit de tissu déchiré dans le silence de la nuit. Il connaissait tous leurs secrets, sauf le 3e. Mais qui était le 3e ? Il avait envoyé l'œil maintes et maintes fois, mais il ne lui rapportait rien que la face idiote et cryptique de la lune, de la pleine lune. Qui était le 3e ? Comment cette femme avait-elle pu lui échapper ? Il avait été totalement pris par surprise, sans rien d'autre à se mettre sous la dent qu'un morceau de son chemisier. Il savait qu'elle avait un couteau, un jeu d'enfant pour lui, mais il n'avait pas prévu qu'elle se jetterait sur la baie vitrée. Et le sang-froid avec lequel elle avait sacrifié sa vie, sans un instant d'hésitation. En l'espace de quelques secondes, elle s'en était allée. Ses pensées se poursuivaient comme des belettes dans le noir. Tout ça faisait quand même un peu désordre, et il n'aimait pas. Lauder, par exemple, Harold Lauder. Il s'était si magnifiquement comporté, comme un de ces petits jouets mécaniques avec une clé plantée dans le dos. « Viens par ici, viens par là, fais ci, fais ça. » Mais les bâtons de dynamite n'en avaient tué que 2. Tous ces préparatifs, tous ces efforts, gâchés par le retour de la vieille négresse moribonde. Et puis, lorsqu'Harold avait reçu le salaire de sa peine, il avait failli tuer Nadine. Flagg sentait encore la rage monter en lui quand il y pensait. Et cette connasse restait là, la bouche ouverte, attendant qu'il recommence, comme si elle voulait être tuée. Et qui allait payer la note si Nadine était tuée ? Qui, sinon son fils ? Le lapin était cuit. Il le fit glisser de la broche dans sa gamelle de fer blanc. « C'est pas de la bouffe, c'est du rata, c'est pas de la merde, mais ça viendra. » Il éclata de rire. Avait-il un jour été dans les Marines ? Il croyait bien que oui. Il y avait un bleu, un peu débile, un certain Boo Dinkway. Il l'avait quoi ? Flagg regarda sa gamelle en fronçant les sourcils. Est-ce qu'ils avaient démoli le petit Boo à coups de bâton ?
Est-ce qu'il ne lui avait pas tordu le cou, plutôt? Il se rappelait vaguement une histoire d'essence, mais quoi au juste? Dans un accès de colère, il faillit jeter le lapin dans le feu. Je devrais quand même m'en souvenir, nom de Dieu. C'est pas de la merde, mais ça viendra, murmura-t-il. Mais cette fois ne lui vint qu'une vague bouffée de mémoire. Il était en train de perdre la boule. À une époque, il pouvait remonter 10, 20 ou 30 ans en arrière, comme quelqu'un qui regarde dans une pièce sombre du haut d'un escalier. Maintenant, il ne se souvenait plus clairement que des événements qui s'étaient déroulés depuis la supergrippe. S'il remontait plus loin, il s'enfonçait dans un brouillard qui parfois se soulevait un tout petit peu, juste assez pour laisser entrevoir un objet ou un souvenir énigmatique. Boudinkoué, par exemple, si cet homme avait jamais existé. Puis le brouillard retombait. Le plus ancien souvenir dont il était sûr à présent, c'était celui de ce jour où il marchait en direction du sud sur la nationale 51 vers Mountain City et la maison de Kit Branenton. Le souvenir de sa renaissance. Il n'était plus vraiment un homme, s'il l'avait jamais été. Il ressemblait à un oignon qui se défaisait lentement de ses pelures une par une, et c'étaient des déguisements de l'humanité dont il semblait se défaire. La réflexion organisée, la mémoire, peut-être même le libre arbitre, si pareille chose avait jamais existé. Il se mit à manger le lapin. À une époque, il en était sûr, il aurait tout simplement filé quand les choses auraient commencé à se gâter. Mais pas cette fois-ci, car il était chez lui, c'était son heure, et c'est ici que tout se déciderait. Tant pis s'il n'avait pas encore pu découvrir le troisième espion, tant pis si Harold s'était rebellé à la fin et avait eu l'incroyable impertinence d'essayer de tuer la fiancée promise, la mère de son fils. Quelque part dans le désert, cet homme étrange, la poubelle, était en train de flairer les armes qui permettraient d'éliminer ces gêneurs de la zone libre. Son œil ne pouvait suivre la poubelle, et il lui arrivait de penser parfois que la poubelle était encore plus étrange que lui, sorte de chien de chasse humain qui flairait la cordite, le napalm et la gélinite avec la précision mortelle d'un radar. Dans un mois, ou même moins, les jets de la garde nationale voleraient avec leur lot de missiles Shrike sous les ailes. Et lorsqu'il serait sûr que la fiancée avait conçu, les jets décolleraient en direction de l'Est. Il leva les yeux rêveurs vers la lune aussi grosse qu'un ballon de basket et sourit. Il y avait une autre possibilité. L'œil la lui montrerait en temps voulu, sans doute. Peut-être irait-il là-bas, déguisé en corbeau par exemple, ou en loup, ou en insecte. Une menthe religieuse par exemple, quelque chose d'assez petit pour se faufiler dans une prise d'air, soigneusement camouflée au milieu des hautes herbes sèches du désert. Il avancerait en rampant ou en sautant dans des conduits noirs pour se glisser finalement à travers la grille d'un climatiseur ou d'un ventilateur d'aération. Cet endroit se trouvait sous la terre, juste à l'entrée de la Californie. Il s'y trouvait des éprouvettes, des rangées et des rangées d'éprouvettes, chacune avec sa petite étiquette d'IMO pour l'identifier. Super choléra, super anthrax, nouvelle version améliorée de la peste bubonique, toutes les souches mutantes comme cette super grippe qui avait été presque si universellement mortelle. Il y en avait des centaines dans cet endroit, assortiment complet pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Une pincée dans l'eau potable de la zone libre, une petite bouffée dans leur atmosphère, une merveilleuse maladie des légionnaires pour Noël, ou préférez-vous la nouvelle grippe porcine, nettement plus performante? Randy Flagg, le noir Père Noël, dans son traîneau de la garde nationale, avec un petit virus pour chaque cheminée. Il allait attendre, il saurait quand le moment serait enfin venu, quelque chose le lui dirait. Tout allait bien aller, pas de disparition furtive cette fois, il était au sommet, et il allait y rester. Le lapin avait disparu. Le ventre plein, Flagg se sentait redevenir lui-même. Il se leva, sa gamelle à la main, et lança les os dans la nuit. Les loups se précipitèrent sur les restes et se battirent furieusement en grondant, le blanc de leurs yeux illuminé par le clair de lune. Les mains sur les hanches, Flagg renversa la tête en arrière et éclata de rire en regardant la lune. Tôt le lendemain matin, Nadine sortit de Glendale sur sa Vespa et prit l'autoroute 15. Ses cheveux dénoués, blancs comme neige, flottaient derrière elle comme un voile de mariée. Elle se sentait un peu malheureuse pour la Vespa qui lui avait rendu de si bons et loyaux services, mais qui bientôt allait rendre l'âme. La route, la chaleur du désert, la traversée laborieuse des montagnes rocheuses avaient fait souffrir la petite machine. Le moteur peinait et soufflait comme un asthmatique. L'aiguille du compte-tours avait commencé à frissonner, au lieu de rester docilement en face du chiffre 5000.
Tant pis. Si la machine expirait avant qu'elle arrive, elle continuerait à pied. Personne n'allait plus la poursuivre. Harold était mort. Et si elle devait continuer à pied, il le saurait, il enverrait quelqu'un la chercher. Harold avait tiré sur elle. Harold avait essayé de la tuer. Elle avait beau s'efforcer de ne pas y penser, elle y revenait sans cesse, comme un chien qui ne peut s'empêcher de tourner autour de l'os qu'il a enterré. Ce n'était pas prévu. Flagg lui était apparu en rêve cette première nuit après l'explosion, quand Harold avait finalement décidé de dormir. Il lui avait dit qu'Harold l'accompagnerait jusqu'à ce qu'ils arrivent tous les deux sur le versant ouest des montagnes rocheuses. Là, il l'éliminerait dans un accident rapide et indolore. Une flaque d'huile, la pirouette propre, nette et sans bavure. Mais l'accident n'avait pas été net et sans bavure. Harold avait bien failli la tuer. La balle était passée à quelques centimètres de sa joue. Pourtant, elle avait été incapable de bouger, pétrifiée, se demandant comment Harold avait pu faire une chose pareille, comment on avait pu le laisser ne serait-ce que tenter une chose pareille. Elle avait essayé de trouver une explication rationnelle. Elle s'était dit que c'était la manière qu'avait trouvée Flagg pour lui faire peur, pour lui rappeler à qui elle appartenait. Mais l'explication ne tenait pas debout, c'était insensé. Et même si elle avait pu tenir, une voix sévère lui disait que cette balle n'avait tout simplement pas été prévue par Flagg. Elle avait essayé d'écarter cette voix, de lui fermer la porte, comme on se barricade contre un indésirable dont les yeux parlent de meurtre. Mais elle n'avait pas pu. La voix lui disait que si elle était encore vivante, c'était un pur hasard, que la balle d'Harold aurait pu tout aussi bien s'enfoncer entre ses deux yeux, et que Randall Flagg n'y aurait été pour rien non plus. Elle avait voulu croire que la voix mentait. Flagg savait tout, jusqu'au gîte du moindre moineau. Non, seul Dieu sait tout, répondait la voix implacable, et il n'est pas Dieu. Et si tu es vivante, c'est par pur hasard. Ta promesse ne tient plus, tu ne lui dois plus rien. Tu peux faire demi-tour et revenir si tu veux. Revenir, quelle plaisanterie. Revenir où? La voix n'avait pas grand-chose à dire sur ce point. Nadine aurait été surprise du contraire. Si l'homme noir avait des pieds d'argile, elle l'avait découvert juste un peu trop tard. Elle essayait de se concentrer sur la froide beauté du désert dans la lumière du matin pour oublier cette voix. Mais elle persistait, si basse et insinuante que Nadine en avait à peine conscience. S'il ne savait pas qu'Harold allait pouvoir le défier et s'en prendre à toi, que sait-il vraiment? Et la prochaine fois, auras-tu autant de chance? Mais mon Dieu, il était trop tard. Trop tard depuis des jours, des semaines, peut-être même des années. Pourquoi cette voix avait-elle attendu d'être inutile pour parler? Et comme pour lui donner raison, la voix se tut finalement, et Nadine se retrouva seule dans le matin. Elle roulait, sans penser à rien, les yeux fixés sur la route qui se déroulait devant elle, la route qui menait à Las Vegas, qui menait à lui. La Vespa rendit l'âme dans l'après-midi. Une sorte de grincement dans ses entrailles et le moteur cala. Nadine sentit une curieuse odeur chaude monter du moteur, un peu comme du caoutchouc brûlé. Jusque-là, elle avait toujours roulé à 60 à l'heure. Quelques instants plus tôt, la machine avait décidé de ne plus avancer qu'au pas. Nadine se rangea sur l'accotement et actionna plusieurs fois le démarreur, sachant que c'était inutile. Elle l'avait tué. Elle avait tué bien des choses sur la route qui la conduisait à son mari. Elle avait été responsable de l'anéantissement de tout le comité de la zone libre et de ses invités lors de cette dernière réunion explosive. Ensuite, elle avait tué Harold. Et puis, maintenant qu'elle y pensait, il y avait eu aussi le bébé de Frank Goldsmith, qui n'était pas encore né. Elle avait mal au cœur. Elle fit quelques pas en titubant et vomit son déjeuner. Elle avait chaud, elle délirait, elle se sentait très malade, seule chose vivante dans ce cauchemar, dans ce désert écrasé par le soleil. Il faisait chaud, si chaud. Elle se retourna en s'essuyant la bouche. La Vespa était couchée sur le côté, comme un animal crevé. Nadine la regarda quelques instants, puis se mit à marcher. Elle avait déjà traversé Dry Lake. Elle allait donc devoir passer la nuit à la Belle Étoile, si personne ne venait la chercher. Avec un peu de chance, elle arriverait à Las Vegas dans la matinée, et tout à coup, elle eut la certitude que l'homme noir allait la laisser marcher. Elle arriverait à Las Vegas affamée, assoiffée, brûlée par le désert, vidée de la moindre parcelle de son ancienne vie. La femme qui faisait la classe à de petits-enfants dans une école privée de Nouvelle-Angleterre aurait disparu, aussi morte que Napoléon. Avec un peu de malchance, la petite voix qui la taquinait et l'inquiétait serait la dernière chose de l'ancienne Nadine à expirer. Mais elle finirait par s'en aller, elle aussi, naturellement.
Elle marchait sans s'arrêter, et l'après-midi était déjà bien avancé. La sueur dégoulinait sur son visage. À l'endroit où la route rejoignait le ciel délavé, des nappes de mercure scintillaient en tremblotant. Elle déboutonna sa chemise et l'enleva, poursuivant sa route en soutien-gorge de coton blanc. Des coups de soleil? Oui, et après? Franchement, ma chère, je n'en ai rien à foutre. À la tombée de la nuit, la peau qui recouvrait ses clavicules avait pris une terrible couleur rouge, presque violette. La fraîcheur du soir tomba tout à coup, la faisant frissonner, et elle se souvint qu'elle avait abandonné son matériel de camping avec la Vespa. Elle regarda autour d'elle, hésitante, vit des voitures ici et là, certaines enterrées jusqu'au capot dans le sable. L'idée de s'abriter dans une de ces tombes la rendait malade, plus malade encore que ces terribles coups de soleil. Je délire, pensa-t-elle. Mais quelle différence! Elle décida de marcher toute la nuit, plutôt que de dormir dans une de ces voitures. Si seulement elle avait été dans les prairies, elle aurait trouvé une grange, une meule de foin, un champ de trèfle, un endroit propre et doux. Mais ici, il n'y avait que la route, le sable et la croûte durcie du désert. Elle écarta ses longs cheveux, qui lui tombaient dans les yeux, et comprit vaguement qu'elle aurait souhaité être morte. Le soleil était maintenant juste en dessous de l'horizon, et le jour en parfait équilibre entre lumière et ombre. Un vent glacé l'enveloppa. Elle regarda autour d'elle, effrayée. Il faisait trop froid. Les buttes étaient devenues des monolithes noirs. Les dunes de sable s'arrondissaient comme d'effrayants colosses renversés, jusqu'aux sagaros épineux qui se dressaient comme des doigts squelettiques, les doigts accusateurs de mort enterrés sous le sable. Et en haut, la roue cosmique du ciel. Elle se souvint des paroles d'une chanson, une chanson de Dylan, froide et désespérée. Chassé comme un crocodile, ravagé comme le maïs. Et aussitôt, une autre chanson, des Eagles, celle-là, effrayante tout à coup. Et je veux coucher avec toi ce soir dans le désert, entouré d'un million d'étoiles. Elle sut alors qu'il était là. Avant même qu'il ne parle, elle le sut. Nadine? Sa voix douce monta dans l'ombre grandissante, infiniment douce, terreur enveloppante qui vous faisait vous sentir chez vous. Nadine, Nadine, comme j'aime aimer Nadine. Elle se retourna, et il était là, comme elle avait toujours su qu'il le serait un jour, aussi simplement que ça. Assis sur le capot d'une vieille Chevrolette, était-il là un instant plus tôt? Elle n'en était pas sûre, mais elle ne le croyait pas. Il avait les jambes croisées, les mains posées sur les genoux de son jean délavé. Il la regardait, en souriant gentiment. Mais ses yeux n'avaient rien de doux. Il disait clairement que cet homme ne pouvait ressentir la douceur. Elle voyait inlassablement danser en eux une noire jubilation, comme les jambes d'un pendu dansent quand la trappe du gibet vient de basculer. « Salut, dit-elle. Je suis ici. Oui, enfin, dit Flag, comme promis. Son sourire s'élargit et il lui tendit les mains. Elle les prit, et quand elle s'approcha de lui, elle sentit la chaleur qui rayonnait de son corps comme d'un four de briques. Ses mains lisses, sans une ligne, glissèrent sur les siennes, puis se refermèrent sur elle comme des menottes. « Oh, Nadine !» murmura-t-il. Il se pencha pour l'embrasser. Elle tourna juste un peu la tête, regardant le feu glacé des étoiles, et son baiser toucha le haut de son cou au lieu de ses lèvres. Mais il ne s'y trompa point. Elle sentit sa bouche dessiner une courbe moqueuse contre sa peau. « Il me dégoûte, pensa-t-elle. Mais le dégoût n'était qu'une croûte qui cachait quelque chose de pire, une envie sourde et cachée qui fermentait depuis longtemps, un bouton sans âge qui mûrit enfin et s'apprête à cracher bruyamment son liquide, une douceur depuis longtemps surie. Ses mains, qui glissaient sur son dos, étaient bien plus chaudes que son coup de soleil. Elle se colla contre lui, et tout à coup, la petite éminence qui s'élevait entre ses cuisses lui parut plus ronde, plus pleine, plus tendre, plus consciente. La couture de son pantalon l'irritait d'une manière délicatement obscène qui lui donnait envie de se gratter, de se débarrasser de cette démangeaison, de la guérir une fois pour toutes. « Dis-moi une chose, dit Nadine. « Ce que tu voudras, répondit Flag. « Vous avez dit, comme promis. Mais qui m'a promise à vous, et pourquoi moi? Et comment dois-je vous appeler? Je ne sais même pas votre nom. Je vous connais depuis presque toujours, et je ne sais même pas comment vous appeler. Appelle-moi Richard. C'est mon vrai nom. Appelle-moi ainsi. »« Ah bon, c'est votre vrai nom, Richard ?» demanda-t-elle, incrédule. Il rit tout contre son cou, et sa peau se hérissa de dégoût et de désir. « Mais qui m'a promise ?» demanda-t-elle encore. « Oh, j'ai oublié, Nadine. Viens par ici. »
Il se laissa glisser en bas du capot de la Chevrolette. Il lui tenait toujours les mains, et elle faillit s'arracher à leur étreinte pour s'enfuir. Mais à quoi bon? Il aurait couru derrière elle, l'aurait rattrapée et l'aurait violée. La lune, dit-il, elle est pleine, et moi aussi je suis plein. Il prit sa main et la posa sur la braguette usée de son jean. Il y avait là quelque chose de terrible qui battait, vivait de sa vie propre sous les dents froides de la fermeture éclair. Non, murmura-t-elle. Elle essaya de retirer sa main, pensant comme elle était loin de cette autre nuit de clair de lune, si incroyablement loin, à l'autre bout de l'arc-en-ciel du temps. Mais il colla encore plus fort sa main contre lui. « Viens dans le désert, et sois ma femme. »« Non, murmura-t-elle. »« Mais il est beaucoup trop tard pour dire non, ma chérie. » Et elle le suivit. Il y avait un sac de couchage et les ossements noircis d'un feu de camp sous le squelette argenté de la lune. Il la coucha par terre. « Très bien, dit-il d'une voix haletante. Très bien. » Ses doigts défirent la boucle de sa ceinture, le bouton du jean, puis la fermeture éclair. Elle vit alors ce qu'il avait en réserve pour elle, et elle se mit à hurler. Le sourire grimaçant de l'homme noir s'ouvrit comme une entaille à ce bruit, énorme, scintillant, obscène dans la nuit, tandis que la lune les contemplait distraitement, gonflée, crémeuse comme un fromage blanc. Le glas des hurlements de Nadine semblait ne pas vouloir cesser, tandis qu'elle essayait de lui échapper, mais il parvint à l'immobiliser. Elle serra alors les cuisses de toutes ses forces, et lorsque sa main vierge de toute ligne se glissa entre elles, elles se fendirent comme les eaux de la mer, et Nadine se dit « Je vais regarder en l'air, je vais regarder la lune, je ne sentirai rien, et tout sera fini. Oui, tout sera fini, je ne sentirai rien. » Mais quand sa froideur mortelle se glissa en elle, son hurlement déchira ses poumons, zébra le silence, et elle se débattit, mais sa lutte était vaine. Il l'éprenait, bélier envahisseur, et un flot de sang-froid coula le long de ses cuisses, puis il la pénétra jusqu'au fond, jusqu'à la matrice, et elle avalait la lune dans ses yeux, froide, feu d'argent, et quand il cracha sa semence, ce fut comme un jet de fer en fusion, de fonte en fusion, de bronze en fusion, puis ce fut son tour à elle, dans un hurlement de plaisir indicible, de terreur, d'horreur, et elle franchit les portes de fonte et de bronze pour pénétrer dans les terres désertiques de la folie, poussée, soufflée à travers ces portes, comme une feuille, par son rire tonitruant, regardant son visage se fondre, masque hirsute d'un démon tirant la langue juste au-dessus de sa tête. De grosses lampes jaunes en guise d'yeux, fenêtres d'un enfer jamais imaginé, et pourtant rempli de cette folle bonne humeur, des yeux qui avaient regardé au fond des ruelles obscures pendant des milliers et des milliers de nuits ténébreuses, ces yeux brillants, scintillants et finalement stupides. Il recommença, encore et encore. Il semblait ne jamais vouloir finir. Mais il était froid, mortellement froid, et vieux, plus vieux que l'humanité, plus vieux que le monde. Une fois, et une fois encore, il la remplit de son hurlement, de son rire porté par la nuit. Terre, lumière, semence, et semence encore. Le dernier hurlement s'échappe d'elle, et le vent du désert l'efface, l'emporte au fond des ténèbres les plus secrètes de la nuit, là où un millier d'armes attendent que leur nouveau propriétaire vienne les réclamer. Tête hirsute de démon, langue pendante, langue fourchue, haleine de mort sur son visage, elle était désormais au pays de la folie. Les portes de fonte se referment. Oh, la lune! La lune allait bientôt se coucher. Il avait attrapé un autre lapin, avait pris la petite chose tremblante dans ses mains nues et lui avait cassé le cou. Il avait fait un autre feu sur les restes de l'ancien, et le lapin était en train de cuire, envoyant en l'air des rubans de savoureuse odeur de viande grillée. Il n'y avait plus de loup. Cette nuit, il s'était tenu à l'écart, et c'était bien ainsi. Après tout, c'était sa nuit de noces, et cette chose informe, hébétée, apathique, assise de l'autre côté du feu, était sa jeune mariée rougissante. Il se pencha et souleva la main qu'elle avait posée sur son ventre. Quand il la lâcha, elle resta au même endroit, au niveau de sa bouche. Il observa un instant le phénomène, puis reposa sa main sur son ventre. Les doigts de la femme commencèrent à s'agiter lentement, comme des serpents sur le point de mourir. Il fit le geste de lui crever les yeux avec deux doigts. Elle ne scia pas. Son regard vide restait fixe, immobile. Il était franchement étonné. Qu'avait-il bien pu lui faire? Il ne s'en souvenait pas. Mais quelle importance, elle était enceinte.
Si elle était catatonique par-dessus le marché, quelle importance? L'incubateur parfait. Elle engendrerait son fils, le mettrait au monde, puis elle pourrait mourir, sa mission accomplie. Après tout, c'était pour cela qu'elle était ici. Le lapin était cuit. Il lui cassa l'échine en deux, et avec ses doigts, il déchiqueta en petits morceaux la moitié réservée à sa femme, comme pour donner à manger à un bébé. Puis il lui donna la béquée, une bouchée à la fois. Plusieurs morceaux tombèrent par terre, à moitié mâchés, mais elle mangea presque tout. Si elle restait dans cet état, elle allait avoir besoin d'une gouvernante. Jenny, peut-être. Tu as très bien mangé, chérie, dit-il d'une voix douce. Elle regardait la lune, les yeux vides. Flag lui sourit gentiment et dévora son souper de noces. Le sexe lui donnait toujours faim. Il se réveilla très tard dans la nuit et s'assit dans son sac de couchage, étourdi, inquiet. Inquiet à la manière instinctive d'un animal, d'un prédateur qui sent qu'on l'épie à son tour. Était-ce un rêve, une vision? Ils arrivent. Effrayé, il essaya de se souvenir de cette idée, de la placer dans un contexte, mais impossible. Elle planait toute seule comme un mauvais sort. Il se rapproche. Mais qui se rapprochait? Le vent de la nuit murmura à côté de lui, semblant lui apporter une odeur. Quelqu'un approchait et quelqu'un s'en va. Tandis qu'il dormait, quelqu'un était passé à côté de son camp en direction de l'est. Le troisième, l'inconnu? Il ne le savait pas. C'était la nuit de la pleine lune. Le troisième s'était-il échappé? L'idée apportait avec elle comme un vent de panique. Oui, peut-être, mais qui s'approche? Il regarda Nadine. Elle s'était endormie, recroquevillée sur elle-même comme un fœtus, la position que son fils prendrait dans son ventre dans quelques mois seulement. Dans quelques mois? Il eut l'impression que les choses commençaient à s'effriter autour de lui. Il se recoucha, convaincu qu'il ne dormirait plus de la nuit. Mais il dormit cependant. Et lorsqu'il arriva à Las Vegas le lendemain matin, il avait retrouvé son sourire et presque oublié sa panique de la nuit précédente. Nadine était docilement assise sur la banquette à côté de lui, grosse poupée ensemencée d'une graine soigneusement cachée dans son ventre. Il se rendit au MGN Grand Hôtel, où il apprit ce qui s'était passé pendant qu'il dormait. Il vit un nouveau regard dans leurs yeux, inquiets, interrogateurs, et il sentait à nouveau la peur l'effleurer de ses douces ailes de papillon de nuit. À peu près au moment où Nadine Cross commençait à comprendre certaines vérités qui auraient sans doute dû être évidentes, Lloyd était assis seul au Cub Bar. Il jouait au solitaire et il trichait. Lloyd était de fort méchante humeur. Il y avait eu un incendie à Indian Springs ce jour-là, un mort et 3 blessés, dont un qui allait probablement mourir de ses brûlures. Personne à Las Vegas ne savait comment traiter les brûlures du 3e degré. C'était Karl qui était venu lui annoncer la nouvelle. Karl était furieux, et c'était un homme qu'il fallait ménager. Ancien pilote d'Ozark Airlines avant la super grippe, il avait été dans les Marines et aurait pu casser l'œil dans 2 morceaux d'une seule main, tout en se préparant à un daiquiri de l'autre s'il avait voulu. Il affirmait avoir tué plusieurs personnes au cours d'une carrière longue et mouvementée. Lloyd avait tendance à le croire sur parole. Non pas que Lloyd eût physiquement peur de Karl. Le pilote était grand et solide, mais il se méfiait autant du promeneur que les autres. Et Lloyd avait autour du cou le porte-bonheur de Flag. Mais Karl était l'un de leurs pilotes, et de ce fait, il fallait le traiter avec diplomatie. Curieusement, Lloyd avait d'ailleurs quelque chose d'un diplomate. Ses lettres de créance étaient simples mais impressionnantes. Il avait passé plusieurs semaines avec un certain fou nommé Pock, et il avait vécu assez vieux pour pouvoir raconter cette histoire. Il avait également passé plusieurs mois avec Randall Flagg, et manifestement, il continuait à aspirer de l'air dans ses poumons tout en ayant gardé sa tête. Karl était venu le voir vers 2 heures, ce 12 septembre, son casque de moto sous le bras. Il avait une vilaine brûlure sur la joue gauche et de grosses cloques sur une main. Un incendie, grave, mais ça aurait pu être pire. Un camion-citerne avait explosé, crachant du kérosène en flammes tout autour. D'accord, avait répondu Lloyd. Je vais faire prévenir le patron. A-t-on envoyé les blessés à l'infirmerie? Oui, avait répondu Karl. Mais j'ai pas l'impression que Freddy va voir le coucher du soleil. Ce qui laisse 2 pilotes, Andy et moi.
Tu lui diras ça quand il reviendra, et tu lui diras aussi que je veux que la poubelle foute le camp. Je ne veux plus voir cet enfoiré. C'est mon prix, si on veut que je reste. Lloyd avait lancé un curieux regard à Karl. Ton prix? Oui, exactement, avait-il répondu. T'as bien compris. Bon, avait dit Lloyd. Je dois te dire que je ne peux pas transmettre ce message, Karl. Si tu veux lui donner des ordres, tu le feras toi-même. Karl eut tout à coup l'air un peu perdu. Il avait peur, un sentiment qui ne convenait pas très bien à son visage buriné. Oh, je comprends, dit Karl. Je suis crevé et j'en ai marre, Lloyd. Ma gueule me fait un mal de chien. Je voulais pas te faire d'emmerde. Oh, pas de problème, dit Lloyd. Je suis là pour ça. Parfois, il aurait souhaité être ailleurs. Sa tête commençait déjà à lui faire mal. Mais il faut qu'il s'en aille, reprit Karl. Je vais le lui dire s'il le faut. Je sais qu'il a une de ces pierres noires. Il est sûrement copain comme cochon avec le patron. Mais écoute-moi ça un peu. Karl s'assit et posa son casque sur une table de baccarat. La poubelle est responsable de cet incendie. Et bordel, comment est-ce qu'on va jamais faire décoller ces avions si un des types du patron fout le feu au pilote? Quelques personnes qui passaient dans le hall du MGN jetèrent un coup d'œil distrait à la table où Lloyd et Karl étaient assis. Ne parle pas trop fort, Karl, dit Lloyd. Ok, répondit Karl. Mais tu vois mon problème, non? Es-tu sûr vraiment que c'est la poubelle? Demanda Lloyd. Écoute, dit Karl en se penchant en avant, il fouinait dans le garage des véhicules de service, et il est resté longtemps là-bas. Beaucoup de monde l'a vu, pas simplement moi. Mais je croyais qu'il était parti dans le désert, dit Lloyd. Tu sais, pour trouver des trucs. Alors ça veut dire qu'il est rentré, dit Karl. Il a ramené plein de matériel dans son souterrain. Et où il trouve ces engins-là? Pas la moindre idée. En tout cas, à la pause café, il nous a fait tout un numéro, tu le connais. Il aime les armes, comme les enfants aiment les bonbons. Oh oui, fit Lloyd. Et la dernière chose qu'il nous a montrée, reprit Karl, c'était une amorce incendiaire. Tu tires sur la languette, et puis tu vois un petit jet de phosphore. Ensuite, rien pendant une demi-heure ou 40 minutes, selon la dimension de l'amorce. Est-ce que tu me suis? Ensuite, un incendie du tonnerre de Dieu, petit mais très intense. La poubelle était si fière de son bazar qu'il en bavait presque. Alors Freddy lui a dit « les types qui jouent avec le feu, ils font pipi au lit, la poubelle. » Et Steve, tu le connais, il est aussi rigolo qu'une béquille de caoutchouc. Il lui dit « Attention les gars, planquez vos allumettes, la poubelle arrive. » Et la poubelle a eu un drôle d'air. Il nous a regardés en radotant quelque chose. J'étais assis à côté de lui et j'ai eu l'impression qu'il disait « Ne me parlez pas du chèque de la vieille Sample. Est-ce que tu comprends, toi ?» Lloyd secoua la tête. Il ne comprenait rien aux affaires de la poubelle. Et ensuite il s'est barré, reprit Karl. Il a ramassé le machin qu'il nous montrait et il a foutu le camp. On se sentait un peu merdeux, on voulait pas le blesser. La plupart des gars aiment bien la poubelle. L'aimaient bien, en tout cas. On dirait un mouflet, tu ne trouves pas? Lloyd hocha la tête. Et 1 heure plus tard, ce putain de camion-citerne a sauté en l'air comme une fusée. Et pendant qu'on ramassait les morceaux, j'ai regardé autour de moi par hasard. La poubelle était dans son souterrain, près du hangar, en train de nous regarder avec des jumelles. « Et c'est tout ?» demanda Lloyd, soulagé. « Oh non, c'est pas tout, » dit Karl. « S'il y avait que ça, j'aurais même pas pris la peine de venir te voir, Lloyd. Mais ça m'a fait réfléchir à la façon dont le camion avait sauté. Pour une amorce incendiaire, on peut pas rêver mieux qu'un camion-citerne. Au Vietnam, les bridés ont fait sauter je ne sais pas combien de camions de munitions avec ça. Et avec nos amorces incendiaires à nous, bordel. Tu colles le bidule sous le camion, sous le tuyau d'échappement par exemple. Si personne ne le fait démarrer, le bazar explose quand la minuterie arrive au bout. Si quelqu'un démarre, le bazar explose quand le tuyau devient chaud. Dans les 2 cas, badaboum, plus de camions. La seule chose qui ne collait pas, c'est qu'il y a toujours une douzaine de camions-citernes dans le garage et qu'on ne les utilise pas dans un ordre particulier. J'ai d'abord envoyé ce pauvre Freddy à l'infirmerie, et puis je suis allé jeter un coup d'œil à John. John est chargé du parc des véhicules, et c'est toujours s'il pissait pas dans son froc. Il avait vu la poubelle traîner autour des camions un peu plus tôt. « Et il était sûr que c'était la poubelle ?» demanda Lloyd. « Oh, avec son bras brûlé, c'est difficile de confondre, tu ne trouves pas? Sur le moment, personne n'avait trouvé ça bizarre. Il fouine toujours un peu partout. C'est son boulot. »« Oui, je crois qu'on peut dire ça, » dit Lloyd. « Et John et moi, on commence à regarder le reste des camions-citernes, » reprit Karl. « Et sacré bon Dieu, ils étaient tous plombés.
Une amorce sur le tuyau d'échappement, juste au-dessous de la citerne. Si le camion qu'on utilisait a sauté le premier, c'est que le tuyau d'échappement a chauffé, comme je te disais tout à l'heure. Est-ce que tu me suis? Mais pour les autres, ça n'aurait pas tardé. 2 ou 3 amorces commençaient déjà à fumer. Certains camions étaient vides, mais au moins 5 étaient remplis de kérosène. 10 minutes de plus, et nous aurions perdu la moitié de cette foutue base. Ouch, mon doux seigneur, se dit Lloyd, ça sent mauvais, vraiment mauvais. Karl lui montrait sa main couverte de cloques. Et voilà ce que je me suis ramassé en enlevant une de ces saloperies. Tu comprends maintenant pourquoi il faut qu'il mette les bouts? Quelqu'un a peut-être pris les amorces dans son souterrain pendant qu'il pissait, tenta Lloyd d'une voix hésitante. C'est pas comme ça que ça s'est passé, répondit patiemment Karl. Quelqu'un a dû le foutre en rogne pendant qu'il nous montrait ses joujoux, et il a voulu nous faire tous griller. Il a presque réussi d'ailleurs. Il faut faire quelque chose, Lloyd. Oh, d'accord, Karl, répondit Lloyd. Il passa le reste de l'après-midi à essayer de savoir où était passée la poubelle. Est-ce qu'on l'avait vu? Est-ce qu'on savait où il était? Réponse négative, regard méfiant. La nouvelle n'avait pas tardé à se répandre, et c'était peut-être tant mieux. Si quelqu'un le voyait, il le dirait aussitôt, dans l'espoir de se mettre dans les petits papiers du patron. Mais Lloyd avait l'impression que personne n'allait voir la poubelle. Il leur avait un peu roussi les orteils, et il était reparti se promener dans le désert, dans son tout-terrain. Il regarda le jeu de solitaire étalé devant lui, et réprima une forte envie de tout envoyer par terre. Il préféra tricher, un autre as, et continuer le jeu. Aucune importance. Quand Flag voudrait la poubelle, il n'aurait qu'à tendre la main pour l'épingler. La poubelle, pauvre vieux, allait se retrouver sur une croix, comme Ec Drogan. Pas de chance. Mais dans le secret de son cœur, il se posait des questions. Des choses s'étaient produites ces derniers temps qu'il n'aimait pas beaucoup. Daïna, par exemple. Flag était au courant de ce qu'elle mijotait, d'accord, mais elle n'avait pas parlé et avait réussi à lui échapper en se tuant. Et il n'était pas plus avancé maintenant à propos du troisième espion. Et ça, c'était une autre chose. Comment se faisait-il que Flag ne savait tout simplement pas qui était le troisième espion? Il avait su pour le vieux con, et quand il était revenu du désert, il avait su pour Daïna, et leur avait dit exactement ce qu'il allait faire avec elle. Mais ça n'avait pas marché. Et maintenant, la poubelle. La poubelle n'était pas n'importe qui. C'était peut-être un rien du tout autrefois, mais plus maintenant. Il portait la pierre de l'homme noir, exactement comme lui. Lorsque Flag avait grillé la cervelle de cet avocat à la grande gueule à Los Angeles, Lloyd avait vu Flag poser ses mains sur les épaules de la poubelle et lui dire doucement que tous ses rêves se réaliseraient. Et la poubelle avait murmuré « Ma vie pour vous ». Lloyd ignorait ce qu'il pouvait y avoir d'autre entre eux, mais il paraissait clair que la poubelle s'était promenée dans le désert avec la bénédiction de Flag. Et maintenant, la poubelle avait perdu la boule. Ce qui posait quelques petites questions. Ce qui expliquait pourquoi Lloyd était assis là, tout seul, à 9 heures du soir, en train de jouer au solitaire, en trichant, et de se dire qu'il aimerait bien être soûl. Monsieur Enride? Quoi encore, pensa-t-il. Il leva les yeux et vit une jeune fille en short blanc plutôt bien moulé. Jolie petite gueule, débardeur qui ne couvrait pas tout à fait les aéroles de ses seins. Une bonne affaire, sans aucun doute, mais elle était pâle et semblait très nerveuse, presque malade. Elle se mordait convulsivement l'ongle du pouce, et Lloyd vit que tous ses ongles étaient rongés. « Qu'est-ce que c'est » dit-il. « Je dois voir Monsieur Flag, » dit-elle. Sa voix perdit rapidement toute sa force pour s'éteindre dans un murmure. « Ah oui » fit Lloyd. « Et tu te prends pour qui? Pour sa secrétaire ?»« Non, mais on m'a dit de vous parler, » répondit-elle. « Ah oui, qui ça ?»« C'est Angelina, c'est elle. »« Et comment tu t'appelles » demanda Lloyd. « Julie, » répondit-elle en se trémoussant. Mais ce n'était qu'un réflexe. Son expression de frayeur ne l'avait pas quitté, et Lloyd se demanda avec lassitude quelle nouvelle merde allait bientôt valser dans le ventilateur. Une fille comme elle ne demanderait pas à voir Flag si ce n'était pas très grave. « Julie Lawry, » ajouta-t-elle. « Eh bien, Julie Lawry, Flag n'est pas à Las Vegas en ce moment, » répondit Lloyd. « Et quand est-ce qu'il va rentrer ?»« Je ne sais pas, » répondit-il. « Il se balade beaucoup et il ne me laisse pas son adresse. Si tu veux lui dire quelque chose, laisse-moi ton message et je transmettrai. » Elle le regarda d'un air sceptique, et Lloyd lui répéta ce qu'il avait dit à Karl plus tôt dans l'après-midi. « Et c'est pour ça que je suis ici, Julie, ajouta-t-il. « Bon, ok,
Mais si c'est important, vous lui direz que c'est moi qui vous ai prévenu. Hein, Julie Lahorie. Bon, d'accord, dit Lloyd. Vous n'allez pas oublier demanda-t-elle. Mais non, bordel de merde. Alors, ça vient maintenant fit-il impatient. Oh, c'est pas la peine d'être méchant, répondit-elle en faisant la moue. Lloyd soupira et posa ses cartes sur la table. Oui, t'as raison, dit-il. Bon alors, de quoi s'agit-il? C'est le muet, dit-elle. S'il est dans les parages, je crois que c'est parce qu'il est un espion. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Le fils de pute a voulu tirer sur moi. Une lueur méchante brillait dans ses yeux. Mais et quel muet demanda Lloyd. Bah, vous savez, quand j'ai vu l'idiot, je me suis dit que le muet devait être avec lui. Vous comprenez, ils ne collent pas dans le décor, ils viennent sûrement de l'autre côté. Ah bon, et c'est ce que tu t'es dit, fit Lloyd. Bah, oui, dit Julie. Oh, très bien, dit Lloyd, mais figure-toi que je n'ai pas la moindre idée de ce que tu bafouilles. La journée a été longue et je suis fatigué. Si tu ne parles pas plus clairement, ma petite Julie, je vais aller me coucher. Julie s'assit, croisa les jambes et raconta à Lloyd comment elle avait rencontré Nick Andros et Tom Cullen à Pratt dans le Kansas, sa ville natale. Elle lui parla du Pepto-Bismol. Je m'amusais simplement avec le cinglé et cet enfoiré de sourd-muet me sort son pétard. Et elle lui raconta même qu'elle avait tiré sur eux alors qu'ils s'en allaient. Et ça prouve quoi demanda Lloyd quand elle eut terminé. Le mot espion l'avait un peu intrigué, mais depuis il s'était laissé couler dans une sorte de brouillard d'ennui. Julie fit encore une fois la moue et s'alluma une cigarette. Je vous l'ai dit, le dingo, il est ici, et je suis sûr qu'il espionne. Alors tu dis qu'il s'appelle Tom Cullen, dit Lloyd. Oui, répondit-elle. Il s'en souvenait très vaguement. C'était un grand blond. Il lui manquait certainement une ou deux cases au moins, mais il n'était sûrement pas le salaud que lui décrivait cette petite putasse. Il essaya de mieux se souvenir, mais rien ne vint. Les gens continuaient à arriver à Las Vegas de 60 à 100 par jour. Il devenait impossible de se souvenir de tout le monde, et Flack disait que l'immigration allait encore augmenter. Lloyd se dit qu'il n'aurait qu'à s'adresser à Paul Burleson, qui tenait un fichier sur les résidents de Las Vegas, pour en savoir plus long sur ce Cullen. « Est-ce que vous allez l'arrêter » demanda Julie. Lloyd la regarda. « C'est toi que je vais arrêter si tu continues à me casser les pieds. »« Oh, ça m'apprendra » hurla Julie, avec une voix de chipie. « Et moi qui essayais de vous rendre service. » Elle sauta sur ses pieds, le fusilla du regard. Dans son minuscule short de coton blanc, ses cuisses paraissaient lui monter jusqu'au menton. « Je vais m'occuper de ça, » dit Lloyd. « Ah, ok, j'ai compris, dit-elle. Je connais la chanson. » Et elle partit, en tapant des pieds, tandis que son postérieur décrivait de minuscules petits cercles indignés. Lloyd la regarda s'éloigner, avec un certain amusement mêlé de lassitude. Il y avait des tas de petites poules comme elle dans le monde, même maintenant, après la super grippe. Une tape sur les fesses, et c'est parti, mais attention aux ongles ensuite. Cousine de ces saloperies d'araignées qui avalent leurs petits copains après avoir copulé. 2 mois, et elle en voulait encore à mort à ce type. Comment avait-elle dit qu'il s'appelait? Andros? Lloyd sortit de sa poche revolver un vieux carnet à couverture noire, se mouilla le pouce et chercha une page blanche. C'était son aide-mémoire, remplie à craquer de petites notes de tout genre et de tout modèle. Ne pas oublier de me raser avant d'aller voir Flag, faire l'inventaire des pharmacies de Las Vegas avant que la morphine et la codéine ne disparaissent. Il allait bientôt devoir le remplacer, ce petit carnet noir. De sa grosse écriture primaire, il se mit à écrire. Nick Andros, muet. En ville, point d'interrogation. Et en dessous, Tom Cullen, voir avec Paul. Et il glissa le carnet dans sa poche. 60 kilomètres au nord-est, dans le désert, l'homme noir avait déjà consommé son union avec Nadine Cross à la clarté des étoiles. Il aurait été vivement intéressé d'apprendre qu'un ami de Nick Andros se trouvait à Las Vegas, mais il dormait. Lloyd jeta un regard morose à son jeu de solitaire, oubliant Julie, sa vengeance et son petit cul mignon tout plein. Il tricha encore une fois un as de plus, et ses pensées revinrent douloureusement à la poubelle et à ce que Flag pourrait dire ou faire quand Lloyd le mettrait au courant. Au moment où Julie Lahorie quittait le Cub Bar, persuadée qu'on s'était foutu d'elle, alors qu'elle ne faisait que se conduire en bonne citoyenne, Tom Cullen était debout devant la baie vitrée de son appartement, dans un autre quartier de la ville, contemplant rêveusement la pleine lune. Il était temps de partir, temps de rentrer. Cet appartement n'était pas comme sa maison de Boulder.
Il était meublé, mais pas décoré. Il n'avait même pas mis un seul poster, même pas suspendu un seul oiseau empaillé au bout d'un fil de fer. Ce lieu n'avait été qu'une escale, et il était temps de partir. Il était content, il détestait cet endroit. On y sentait une drôle d'odeur, une odeur sèche, une odeur de pourri qu'on ne parvenait jamais à définir tout à fait. La plupart des gens étaient gentils, et il en aimait certains autant que ses amis de Boulder. Angelina et le petit garçon Ginny, par exemple. Personne ne se moquait de lui parce qu'il était un peu lent. On lui avait donné un travail et on blaguait avec lui. À l'heure du déjeuner, quand tout le monde sortait les sandwichs, on s'échangeait des affaires, on se faisait des petits cadeaux. Les gens étaient gentils, pas tellement différents de ceux de Boulder, à son avis. Mais ils avaient cette odeur. On aurait dit qu'ils attendaient quelque chose. Parfois, d'étranges silences s'installaient parmi eux, et leurs yeux devenaient vitreux, comme s'ils faisaient tous le même rêve déplaisant. Ils obéissaient aux ordres sans poser de questions, comme si ces gens portaient des masques heureux, mais que dessous leur vrai visage fût celui de monstres. Tom avait vu un film d'épouvante un jour, et il savait que ce genre de monstre s'appelle un loup-garou. La lune s'élevait au-dessus du désert, fantomatique, fière et libre. Il avait vu Daïna de la zone libre, il l'avait vue une fois et jamais plus depuis. Qu'est-ce qui lui était arrivé? Est-ce qu'elle espionnait, elle aussi? Était-elle rentrée? Il ne savait pas, mais il avait peur. Un petit sac à dos était posé sur le fauteuil, devant la grosse télé qui ne servait plus à rien. Le sac était rempli de tranches de jambon emballées sous vide, de saucisses fumées et de crackers. Il le prit et le mit sur son dos. Marcher la nuit, dormir le jour. Il sortit dans la cour de l'immeuble sans regarder derrière lui. La lune était si claire qu'elle jetait une ombre sur le ciment craquelé où les touristes attirés par l'appât du gain facile avaient autrefois garé leur voiture. Il regarda cette pièce de monnaie fantomatique qui flottait dans le ciel. « Pleine lune » murmura-t-il. « Oh putain, oui, Tom Cullen, c'est ça !» Sa bicyclette était appuyée contre le mur rose de l'immeuble. Il s'arrêta une fois pour redresser son sac, puis repartit en direction de l'autoroute. À 11 heures, il était sorti de Las Vegas et pédalait en direction de l'Est. Personne ne le vit, personne ne donna l'alarme. Son cerveau passa en roue libre, comme il le faisait presque toujours quand ses soucis les plus immédiats étaient réglés. Il pédalait régulièrement, conscient seulement de la légère brise qui venait caresser son visage en sueur. De temps en temps, il devait contourner une dune de sable sortie du désert qui était venue allonger son bras blanc squelettique en travers de la route. Plus loin, il dut aussi contourner voitures et camions arrêtés. « Contemple mon œuvre, ô Tout-Puissant, et désespère », aurait pu dire Glenn quand il se sentait d'humeur lyrique. Il s'arrêta à 2 heures du matin pour avaler quelques saucisses et des crackers. Et pour se rafraîchir le gosier, un verre de Cool Head dont il avait emporté une bonne réserve dans un gros thermos ficelé sur son porte-bagages. Puis il reprit sa route. La lune descendait, Las Vegas s'éloignait à chaque tour que faisaient les roues de sa bicyclette. Il se sentait bien. Mais à 4h15, ce matin-là, le 13 septembre, une vague glacée de terreur le balaya, d'autant plus terrifiante qu'elle était totalement imprévue, parfaitement irrationnelle. Tom aurait crié de toutes ses forces, mais ses cordes vocales se bloquèrent tout à coup. Les muscles de ses jambes devinrent tout mous, et il se laissa aller en roue libre sous les étoiles. Le négatif en noir et blanc du désert se mit à défiler de plus en plus lentement. Il était tout près. L'homme sans visage, le démon qui maintenant arpentait la terre. Flag. Le patron, comme il l'appelait. L'homme qui grimace, disait Tom dans son cœur. Et quand son sourire grimaçant tombait sur vous, tout le sang de votre corps se gelait dans vos veines, laissant votre chair froide et grise. L'homme qui pouvait regarder un chat et lui faire vomir des boules de poils. S'il traversait un chantier, les ouvriers se tapaient sur les doigts avec leurs marteaux, clouaient à l'envers les bardeaux, marchaient comme des somnambules jusqu'au bout des échafaudages. Mais, mon Dieu, il était réveillé. Un gémissement s'échappa de la gorge de Tom. Il avait senti qu'il s'était réveillé tout à coup. Tom crut voir ou sentir un œil s'ouvrir dans la pénombre du petit matin, un terrible œil rouge comme un peu hébété par le sommeil. Il regardait dans le noir. Il cherchait, le cherchait, lui. Il savait que Tom Cullen était là, mais il ne savait pas exactement où. Ses pieds engourdis retrouvèrent les pédales, et il s'élança de plus en plus vite, couché sur le guidon, pour offrir moins de résistance au vent, accélérant sans cesse au point de presque s'envoler.
S'il avait rencontré une voiture, il serait rentré dedans à toute allure et peut-être se serait tué. Mais peu à peu, il sentit que cette présence noire et chaude s'éloignait derrière lui. Et la plus grande merveille était que cet horrible œil rouge avait regardé dans sa direction, était passé au-dessus de lui sans le voir, peut-être parce que je suis couché sur mon guidon, pensa Tom, puis s'était refermé. Et l'homme noir s'était rendormi. Comment se sent le lapin lorsque l'ombre du faucon tombe sur lui comme un crucifix noir, puis s'en va sans s'arrêter ni même ralentir? Comment se sent la souris lorsque le chat qui la guettait patiemment à la sortie de son trou depuis une journée entière se fait prendre par son maître qui ouvre la porte d'entrée et le lance sans cérémonie dehors? Comment se sent le cerf quand il se coule silencieusement à côté du puissant chasseur qui fait la sieste pour digérer ses 3 bières? Peut-être ne sentent-ils rien, ou peut-être sentent-ils ce que Tom Cullen ressentait tandis qu'il s'éloignait de cette noire et dangereuse sphère d'influence. Un énorme soulagement, presque électrisant, comme une percée de soleil. Le sentiment d'une nouvelle naissance. Et surtout le sentiment de la sécurité chèrement acquise, et qu'une pareille chance ne peut être qu'un signe du ciel. Il pédala jusqu'à 5 heures du matin. Devant lui, le ciel prenait cette couleur bleu sombre veinée d'or qui précédait le lever du soleil. Les étoiles s'évanouissaient. Tom était épuisé. Il continua encore un peu, puis remarqua un grand trou à environ 70 mètres de la route. Il y descendit en poussant sa bicyclette, et se fiant à la mécanique de son instinct, il la recouvrit d'herbes sèches. 2 gros rochers s'appuyaient l'un contre l'autre à une dizaine de mètres. Il rampa dans la poche d'ombre qu'il formait, glissa son blouson sous sa tête et s'endormit presque aussitôt.